Alain, propos d'un Normand. Dans ce petit pays, où je viens faire mes dévotions au soleil notre Père, les maisons sont à flanc de coteaux et se continuent en cavernes. Ainsi, les travaux de l'âge de pierre sont encore utiles. Mais la roche est poreuse et friable. Les arbres y poussent leurs racines. L'eau y fait son travail. Bref, l'autre jour, la voûte d'une buanderie est tombée, écrasant un chaudron qui se trouvait là. L'instant d'avant, le propriétaire faisait admirer à des visiteurs la hardiesse des courbes et les tons de la mousse. Déjà, les blocs de pierre n'étaient plus retenus que par quelques chevelures de racines, mais ce n'était point dans leur destinée d'être écrasés là. L'esprit se perd dans ces rencontres de petites causes. Un promeneur s'arrête un moment, tourne à droite au lieu de tourner à gauche, cherche l'ombre, laisse passer le nuage de poussière. Pendant le même temps, la racine vivante entre comme un coin dans le rocher. Un peu d'eau suinte. Il se produit 2 ou 3 avalanches de grains de sable. Le lilas, déjà chargé de ses feuilles, fait sentir l'effort du vent, par ses racines, jusqu'au cœur de la roche. Ainsi, le promeneur et la catastrophe marchent l'un vers l'autre. Mais nous n'y pensons qu'après l'événement. De là une théologie inévitable, car nous remontons ensuite d'un grand événement à de petites causes, et nous orientons ces causes sur leur effet, ce qui est une espèce de raison renversée, propre à l'historien. Dans le fait, nous savons bien qu'une cause pousse l'autre. Tel grain de sable s'est détaché par la poussée d'une racine, tel autre par l'infiltration de l'eau. La pesanteur, qui tire toujours dans le même sens, a exigé un autre équilibre. Le promeneur s'est arrêté à cause de ce nuage de poussière, en sorte que le vent et le soleil ont conspiré aussi. Mais, justement, perdus dans cet océan de causes qui vient se briser sur nos rivages, nous sommes ramenés à l'événement tragique, surtout si l'éboulement a écrasé quelque chose de plus précieux qu'un chaudron. De là une lumière trompeuse sur les causes, et l'idée trouble d'une destinée. La providence n'est pas loin. J'entends le prédicateur. Mes frères, le doigt de Dieu est visible en tout cela. L'heure de la victime était marquée. La goutte d'eau, la racine, le grain de sable, le vent, le soleil avaient leurs consignes depuis l'éternité. Et le malheureux promeneur aussi, car il croyait aller, s'arrêter, tourner à sa fantaisie, mais il allait à son destin. Personne n'échappe tout à fait à cette mythologie et à cette explication par les fins. Voltaire se demande ce qui serait arrivé si le père de Ravaillac s'était noyé à l'âge de 15 ans. Une autre Europe, sans doute, mais ce n'est qu'un jeu. Si l'on pensait mieux à la connexion de toutes les causes, on comprendrait que le père de Ravaillac ne pouvait se noyer à 15 ans que par un ensemble d'autres causes, qui toutes changeaient un peu l'Europe autrement qu'en sauvant Henri IV. Peut-être en l'empêchant de naître. En supposant que le père de Ravaillac se soit noyé, c'est un autre univers que vous supposez, où il y aura d'autres changements que ceux qu'il vous plaît de suivre. Mais comme notre science est trop en l'air, comme cette prodigieuse géographie est trop difficile à lire, nous traçons des destinées et nous pensons en historiens. Ce qui suit conduisant à ce qui précède et l'histoire nous paraissant alors marcher par providence, justement vers l'événement où nous savons qu'elle est arrivée. Le passé nous trompera toujours, et Voltaire n'épelle pas autrement que Bossuet. 25 avril 1911.